J'ai toujours cru que dans mes vieux jours, je serais entourée de la sollicitude et de l'attention de mes enfants. Quelle folie de penser qu'à 78 ans, je deviendrais soudainement un fardeau. Si ma mère pouvait m'entendre, elle se retournerait dans sa tombe. Les enfants sont un investissement pour l'avenir, disait-elle. Eh bien, mon investissement est parti en fumée. Je m'appelle Chloé Lambert. J'ai été institutrice en école primaire pendant 42 ans et j'ai éduqué plus d'une génération d'enfants à Lyon. J'ai 2 enfants, Hélène et Bruno. Bruno a déménagé sur la Côte d'Azur il y a longtemps et appelle une fois par mois, généralement le dimanche, quand sa femme Mélanie le lui rappelle. Hélène vit ici, à Lyon, à 20 minutes de chez moi. Je devrais lui rendre visite plus souvent, mais je la vois au mieux une fois toutes les 2 semaines. Après la mort de mon mari, Henri, il y a 5 ans, j'ai appris à ne pas me laisser sombrer dans la dépression. Je me suis inscrite à la piscine, j'ai commencé des cours de danse pour seniors et je suis bénévole à la bibliothèque municipale 3 fois par semaine. Mes enfants n'aimaient pas ça. « Maman, tu n'es plus toute jeune », me disait Hélène chaque fois que je lui parlais de mes activités. « À ton âge, tu dois te reposer davantage. » Par « te reposer », elle entendait que je devrais rester à la maison à regarder la télé, comme les personnes âgées normales. Pas question. Je n'allais pas me transformer en légume sous prétexte que j'avais plus de 70 ans. Le jour où tout a basculé. Il faisait une chaleur inhabituelle pour un mois d'avril. Je rentrais de ma séance de natation matinale. J'ai pris une douche et j'allais déjeuner chez mon amie Viviane quand le téléphone a sonné. C'était Hélène. « Maman, Tristan et moi passons ce soir. Il faut qu'on te parle. » Sa voix était tendue, ce qui m'a rendue méfiante. D'habitude, elle me prévenait quelques jours à l'avance, mais là, c'était pour le jour même. « Quelque chose ne va pas ?» ai-je demandé, passant en revue les raisons possibles dans ma tête. « Les enfants vont bien. » « Oui, Ethan et Amélie vont bien. » a-t-elle répondu trop vite. « On veut juste discuter de quelque chose d'important. On sera là vers 19 heures. » J'ai raccroché, songeuse. Mon intuition me disait que la conversation serait désagréable. La dernière fois qu'ils étaient venus pour parler, c'était pour emprunter de l'argent pour une nouvelle voiture. Je leur avais donné 10 000 € de mes économies, que j'avais mises de côté pour les coups durs. Tristan avait promis de me rembourser en 6 mois. Mais 2 ans s'étaient écoulés et il n'avait jamais été question de cet argent. À 19 heures, j'avais préparé le dîner. Un gratin de poulet et légumes, le plat préféré d'Hélène depuis son enfance. J'ai mis la table et sorti les jolis verres. S'ils avaient besoin de quelque chose, au moins, ils mangeraient correctement. Mon mari Henri disait toujours, « Un ventre plein ne se plaint jamais. » Ils sont arrivés avec 40 minutes de retard. Hélène est entrée la première et m'a embrassée sur la joue. Mais le geste semblait mécanique. Tristan l'a suivi avec un sourire forcé. J'ai tout de suite remarqué qu'il évitait mon regard. « Ça sent délicieusement bon », a dit Hélène en retirant sa veste. « Tu n'aurais pas dû te donner tout ce mal, maman. »« Ne t'en fais pas pour ça », ai-je répondu. « Asseyez-vous. Tout est prêt. » Pendant le dîner, ils ont parlé de la météo, du travail, des enfants. Tristan s'est vanté d'avoir vendu 3 voitures cette semaine et qu'il allait toucher une belle prime. Hélène s'est plainte de son nouveau chef au supermarché. Une conversation en apparence normale, mais je sentais le manque de sincérité. Ils gagnaient clairement du temps avant d'aborder la vraie raison de leur visite. Après le dessert, une tarte aux pommes avec une boule de glace vanille, Hélène s'est enfin décidée. « Maman, Tristan et moi avons beaucoup pensé à toi ces derniers temps », a-t-elle commencé en tortillant nerveusement une serviette. « Tu vis seule et nous sommes inquiets. »« Je vais très bien », ai-je dit, sentant l'anxiété monter en moi. « Tu sais que je mène une vie active. »« C'est exactement de ça que nous voulons parler », a enchaîné Tristan. « Ton activité, et ça nous inquiète. À ton âge, ça peut être dangereux. Et si tu tombais à la piscine ou si tu glissais à un cours de danse ?» Je l'ai regardée, confuse. En 5 ans depuis la mort d'Henri, je n'étais pas tombée une seule fois. Mais quand je restais assise à la maison à pleurer mon deuil les premiers mois, ma tension artérielle faisait le yo-yo et mon cœur s'emballait. Hélène a pris une profonde inspiration, comme pour rassembler ses forces. « Maman, on a trouvé un endroit formidable pour toi. Ça s'appelle l'Automne Doré. C'est une maison de retraite, enfin, une résidence pour seniors actifs. » S'est-elle vite corrigée en voyant mon expression changer. « Il y a une piscine, une salle de sport, une bibliothèque, tout ce que tu aimes. Et le plus important, il y a du personnel médical disponible 24 heures sur 24.
J'ai senti la pièce se mettre à tourner. Il voulait m'envoyer en maison de retraite. Moi, qui suis encore capable de prendre soin de moi-même. Je n'irai pas dans une maison de retraite, ai-je dit fermement. Je suis très bien dans mon appartement. Ce n'est pas juste une maison de retraite, maman, a insisté Hélène. C'est un complexe moderne. Tu auras ta propre chambre avec une salle de bain. Il y a plein de gens de ton âge là-bas. Tu auras à qui parler. J'ai déjà des gens à qui parler ici, ai-je objecté. Viviane, Denise, Étienne. Étienne, a interrompu Tristan. Ce vieil homme ennuyeux qui était à ton anniversaire? Il peut à peine marcher. J'ai senti la colère monter en moi. Étienne Granger était mon ami depuis des années. Oui, il marchait avec une canne à cause d'une vieille blessure au genou, mais son esprit était plus vif que celui de beaucoup d'eux. Jeunes. Et il n'était certainement pas ennuyeux. Étienne est un ancien cadre bancaire, ai-je dit froidement. Et il marche très bien. Et c'est le seul qui me rend visite chaque semaine, contrairement à certains. Hélène a soupiré. Maman, s'il te plaît, ne commence pas. Tristan et moi sommes très occupés. Nous avons nos emplois, les enfants. J'avais un emploi et des enfants aussi, mais je trouvais du temps pour mes parents, ai-je répliqué sèchement. Un silence gênant s'est installé. Tristan a toussé et a regardé Hélène comme pour dire « À toi de jouer ». « Écoute, maman », a repris Hélène plus doucement. « On a déjà tout arrangé. La place est réservée. L'acompte est versé. Ils t'attendent dans 2 semaines. » Je me suis figée, ma tasse de thé à la main. « Vous avez fait ça dans mon dos? Sans mon consentement? » « On savait que tu résisterais, » a dit Tristan. « Toutes les personnes âgées réagissent comme ça au début, mais ensuite elles s'habituent et nous remercient même. » J'ai posé la tasse sur la table, craignant de la briser de colère. « Sortez de chez moi. Tous les deux. Maintenant. »« Maman !» s'est exclamée Hélène. « Tu ne comprends pas. »« Je comprends parfaitement, » ai-je dit en me levant. « Vous avez décidé de vous débarrasser de moi. C'est votre droit. Mais j'ai aussi le droit de décider où je vis, et je reste ici. » Tristan s'est levé aussi, le visage fermé. « Chloé, sois raisonnable. Cet appartement est trop grand pour toi toute seule, et il est au 3e étage. Ce n'est pas pratique. »« C'est pratique pour moi, » ai-je lancé. « Maintenant, sortez. » Ils se sont dirigés à contre-cœur vers la porte. Sur le seuil, Hélène s'est tournée vers moi. « On repassera dans quelques jours. Tu te seras calmée et on en reparlera. »« Ne vous donnez pas cette peine, » ai-je répondu avant de fermer la porte. Je me suis appuyée contre la porte, reprenant mon souffle. Mes mains tremblaient. Comment avait-il pu? Comment ma propre fille avait-elle pu me faire ça? Je suis retournée dans la cuisine et j'ai commencé à débarrasser. Mes pensées s'embrouillaient. Qu'est-ce qu'ils comptaient faire? M'emmener de force? C'est alors que j'ai entendu leur voix. Ils étaient encore sur le palier. La fenêtre de la cuisine était entr'ouverte et je les entendais distinctement. « Je t'avais dit qu'elle se débattrait », siffla Tristan. On aurait dû lui dire tout de suite que la décision était prise. « Quelle différence ça aurait fait ?» a répliqué Hélène. « Tu as vu comme elle était tue. »« L'échéance du prêt est dans 1 mois, » lui a rappelé Tristan. « Si on ne vend pas cet appartement, on est fichu. » J'ai eu le souffle coupé. Vendre mon appartement? C'était donc ça, le fin mot de l'histoire. On pourrait peut-être essayer d'obtenir un autre prêt, a suggéré Hélène. Avec quoi? A ricané Tristan. On a déjà hypothéqué la maison et la voiture. La banque ne nous donnera pas un centime de plus. La seule solution, c'est de vendre l'appartement de ta mère. Il est dans un bon quartier, les prix montent. On peut facilement en tirer assez pour rembourser nos dettes et il nous en restera même. Mais comment va-t-on le vendre si elle ne veut pas déménager? A demandé Hélène. On a la procuration, a répondu Tristan. Tu te souviens, elle a signé les papiers l'an dernier quand elle avait la pneumonie. Une procuration pour gérer ses biens. J'ai plaqué ma main sur ma bouche pour ne pas crier. Oui, j'avais signé des papiers alors que j'étais clouée au lit avec une forte fièvre. Hélène avait dit que c'était nécessaire pour obtenir le remboursement des médicaments par sa mutuelle. Je ne les avais même pas lus. Mais on ne peut pas vendre l'appartement tant qu'elle y vit, a objecté Hélène. C'est pour ça qu'il faut la convaincre de déménager à l'Automne Doré, a dit Tristan. Et le mieux, c'est de le faire avant qu'elle apprenne pour la vente de l'appartement. Sinon, elle va se braquer pour de bon.
Je ne sais pas, Tristan. La voix d'Hélène semblait incertaine. C'est quand même ma mère. C'est notre avenir, a haussé le ton Tristan. Tu veux que les huissiers nous expulsent de chez nous? Tu veux qu'Ethan et Amélie se retrouvent à la rue? Tout ça à cause de tes sensibleries? Il y a eu une pause. Non, a finalement dit Hélène. Mais je ne veux pas que maman pense qu'on se débarrasse d'elle. Elle ne le pensera pas si tu lui expliques les choses correctement. La voix de Tristan s'est adoucie. Dis-lui qu'on veut qu'elle soit suivie par des médecins, que c'est dangereux pour quelqu'un de son âge de vivre seul. Après tout, c'est vrai. Leurs voix se sont estompées alors qu'ils descendaient les escaliers. La dernière chose que j'ai entendue, c'est « J'appelle l'agent immobilier demain. Je lui dirai que l'appartement sera disponible dans 2 semaines. » Je me suis laissé tomber sur une chaise, sentant mes jambes flageoler. Il prévoyait de vendre mon appartement dans mon dos. D'utiliser la procuration que j'avais signée en étant malade. Tout ça pour couvrir les dettes de Tristan, dont j'ignorais même l'existence. Ma première impulsion a été d'appeler Hélène et de lui dire tout ce que je pensais de sa trahison. Mais je me suis retenue. S'ils apprenaient que j'avais tout entendu, ils pourraient accélérer leur plan. Non, je devais agir discrètement et avec méthode. J'ai pris le téléphone et composé un numéro. Étienne, c'est Chloé. J'ai besoin de ton aide. Peux-tu passer demain matin? Oui, c'est urgent. Non, je vais bien. Physiquement, du moins. Je te raconterai tout quand on se verra. Et Étienne, merci. J'ai raccroché et j'ai pris une profonde inspiration. Je savais que la nuit serait blanche, mais une chose était sûre. Je n'allais pas laisser Hélène et Tristan contrôler ma vie et mes biens. J'étais une institutrice avec 42 ans d'expérience. J'avais survécu à la mort de mon mari et élevé 2 enfants. J'étais plus forte qu'il ne le pensait, et j'allais me battre. Étienne est arrivé à 9 heures précises le lendemain matin. Des années de travail dans une banque l'avaient rendu ponctuel. Malgré ses 75 ans et sa canne, il avait l'air posé et élégant dans son costume gris foncé. J'avais toujours admiré ce trait chez lui. Même pour une simple visite à une amie, il s'habillait comme pour un rendez-vous d'affaires. « Chloé, tu n'as pas bonne mine, » m'a-t-il dit en guise de salutation, scrutant mon visage. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Je l'ai conduit dans la cuisine où du café fraîchement préparé attendait déjà. Étienne aime le café noir, fort et sans sucre. En 5 ans d'amitié après la mort d'Henri, j'avais bien appris ses habitudes. Mes enfants ont décidé de se débarrasser de moi, ai-je dit en lui servant une tasse. Étienne a accepté le café en silence et m'a regardé, attendant que je continue. C'était un autre trait que j'appréciais chez lui. Il ne pressait jamais un récit et n'interrompait jamais. Je lui ai tout raconté, la visite d'Hélène et Tristan, la maison de retraite l'automne doré, la conversation que j'avais surprise et leur plan pour vendre mon appartement. Je ne comprends pas comment ils ont pu faire ça. Ma voix a tremblé, mais j'ai retenu mes larmes. Ce n'était pas le moment de pleurer. Surtout Hélène. J'ai toujours cru l'avoir bien élevée. Étienne a posé sa tasse et a froncé les sourcils. La procuration que tu as signée. Te souviens-tu de ce qu'elle disait précisément? J'ai secoué la tête. Non, j'étais malade, avec 42 fièvres. Hélène a dit que c'était pour la mutuelle, pour obtenir des médicaments chers. J'ai signé sans lire. Étienne a pincé les lèvres, un signe certain qu'il était en colère, bien qu'il restât calme en apparence. Chloé, si c'est une procuration générale, elle leur donne effectivement le droit de vendre tes biens. Mais nous pouvons la contester si nous pouvons prouver que tu ne comprenais pas ce que tu signais ou que tu étais sous pression. Comment allons-nous prouver ça? Ai-je demandé. Ça fait presque 1 an. Ton dossier médical confirmera que tu étais gravement malade, a dit Étienne, pensif. C'est un début. Mais le plus important maintenant, c'est de gagner du temps. Quand prévoit-il de te faire déménager? Dans 2 semaines. Tristan a déjà pris des dispositions avec l'agent immobilier. Étienne a soudainement souri, et ce sourire m'a rappelé l'expression d'Henri quand il préparait une de ses farces. Chloé, j'ai un plan. Mais tu vas devoir jouer un rôle. Quel rôle? Ai-je demandé, suspicieuse. Le rôle d'une mère obéissante qui accepte de déménager en maison de retraite. Les 2 semaines ont passé à une vitesse folle. Je n'aurais jamais pensé qu'à 78 ans, je serais impliqué dans une telle aventure. Étienne a contacté un de ses anciens collègues, un avocat nommé Laurent Fournier, spécialisé dans la protection des personnes âgées contre la fraude. Après notre rencontre avec lui,
La machine était lancée. Cependant, je ne connaissais toujours pas tous les détails. Étienne disait que c'était mieux ainsi. Si je ne connaissais pas tout le plan, je ne risquerais pas de me trahir accidentellement auprès d'Hélène et Tristan. Ma tâche était simple. Faire semblant d'avoir accepté le déménagement et ne pas montrer que je connaissais leur plan de vente de l'appartement. La veille du déménagement, Hélène est venue m'aider à faire mes valises. Elle avait l'air tendue, mais essayait d'être gentille. « Tu verras, maman. Tu vas adorer là-bas », disait-elle en pliant mes pulls dans une valise. J'y suis allée hier. C'est très confortable, et le personnel est sympathique. J'ai hoché la tête et souri, même si je bouillais à l'intérieur. Ma propre fille me mentait avec une expression si sincère. Où avais-je échoué dans son éducation? Et mes meubles? Ai-je demandé innocemment. La brochure dit que les chambres sont meublées, mais j'aimerais peut-être apporter certaines de mes affaires. Hélène s'est figée une seconde, puis a continué à plier. Il n'y a pas beaucoup de place dans les chambres, maman. Mais si tu y tiens vraiment, on peut apporter ton fauteuil ou ton lampadaire. Et le reste? Ai-je insisté. Le reste. Hélène a évité mon regard. Tristan et moi avons pensé qu'on pourrait le mettre dans un garde-meuble, tu sais, au cas où. Au cas où je vendrais mon appartement, ai-je pensé, mais j'ai dit à voix haute, bien sûr, ma chérie. Tu sais ce qui est le mieux. Ce soir-là, j'ai retrouvé Étienne dans un petit café à 2 rues de chez moi. Il avait l'air satisfait. Tout est prêt, a-t-il dit en baissant la voix, même s'il n'y avait personne autour. Laurent a déposé une requête pour suspendre la procuration pour suspicion d'abus. À partir de demain, Hélène et Tristan ne pourront plus effectuer de transactions concernant tes biens sans l'approbation du tribunal. Le sauront-ils? Ai-je demandé. Seulement s'ils essaient de vendre quelque chose, a répondu Étienne. L'agent immobilier sera notifié dès qu'ils entameront les démarches. Et la maison de retraite? J'étais toujours inquiète à propos du déménagement imminent. Tu devras y aller, a dit Étienne. Au moins pour un temps. Mais ne t'inquiète pas, nous travaillons déjà sur la suite du plan. Le jour du déménagement était ensoleillé et chaud. Je me suis réveillée tôt et j'ai regardé par la fenêtre la vue familière. Le terrain de jeu en face, le vieux chêne où je lisais souvent, le kiosque à journaux où j'achetais le quotidien chaque matin. J'avais vécu dans cet appartement pendant près de 30 ans. Mes enfants y avaient grandi. Henri et moi y avions célébré nos anniversaires de mariage, et j'y avais vécu sa mort. Chaque pièce contenait des souvenirs. Mais je ne pouvais pas me permettre de craquer. J'ai rassemblé mes dernières affaires et j'ai enfilé mon plus beau tailleur, un bleu marine que je portais pour les réunions importantes à l'école quand j'étais encore institutrice. Il me donnait confiance en moi. Hélène et Tristan sont arrivés à 10 heures précises. Tristan a immédiatement commencé à sortir les valises, clairement pressé d'en finir. Hélène regardait autour d'elle, nerveuse. « Tu es sûre d'avoir tout pris ?» a-t-elle demandé. « Médicaments, papier ?» « Tout est dans ce sac, ai-je indiqué, montrant le petit sac de voyage où j'avais emballé l'essentiel. En quittant l'appartement, j'ai jeté un dernier regard en arrière. Pendant une seconde, j'ai eu peur. Et si le plan d'Étienne ne fonctionnait pas? Et si je ne revenais jamais ici? Allons-y, maman, m'a doucement poussé Hélène. La voiture attend. Le trajet jusqu'à l'Automne Doré a duré environ 40 minutes. Tristan conduisait. Hélène était assise à côté de lui, et moi sur la banquette arrière. Il parlait à voix basse de quelque chose, me jetant de temps en temps un coup d'œil dans le rétroviseur. J'ai fait semblant de dormir pour ne pas avoir à parler. L'Automne Doré s'est avéré être un bâtiment moderne de 3 étages en verre et béton, entouré d'un jardin bien entretenu. À l'entrée, nous avons été accueillis par l'administratrice, une jeune femme au sourire professionnel. « Bienvenue à l'Automne Doré, Madame Lambert. Je m'appelle Carole, et je vais vous aider à vous installer. » J'ai souri faiblement en réponse. Carole semblait sincèrement amicale, mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment d'avoir été amenée dans une belle prison. On nous a fait visiter les lieux, une salle à manger, une bibliothèque, une salle de loisirs avec une télévision et des jeux de société, et une petite salle de sport. Tout semblait propre et confortable, mais impersonnel. « Voici votre chambre », a dit Carole en ouvrant une porte au bout du couloir. La chambre était petite mais lumineuse. Un lit simple, une armoire, un bureau avec une chaise, et une petite télé au mur. La salle de bain était propre, avec des barres d'appui. Un rappel que c'était un endroit pour les personnes âgées. « Très joli », ai-je dit,
en essayant de paraître sincère. Je vais t'aider à déballer tes affaires, a proposé Hélène. Non, ma chérie, ai-je répondu. Je peux me débrouiller. Je suis sûre que toi et Tristan avez beaucoup à faire. Hélène a semblé surprise que j'accepte de rester seule, mais l'a vite cachée. Tu es sûre, maman? Je peux rester. Absolument, ai-je souri. Carole m'aidera si j'ai besoin de quelque chose, n'est-ce pas, Carole? L'administratrice a hoché la tête. Bien sûr. Je serai dans les parages toute la journée. Tristan, qui se tenait à la porte l'air impatient, s'est animé. Super. Allons-y alors. On a beaucoup à faire aujourd'hui. J'ai remarqué qu'Hélène lui lançait un regard désapprobateur, mais elle n'a rien dit. À plus tard, ai-je dit. Merci de m'avoir amené. On viendra te voir, maman, a dit Hélène en me serrant dans ses bras. Ses yeux brillaient de larmes, et un instant, j'ai presque cru qu'elle était vraiment bouleversée. Mais je me suis souvenu de la conversation que j'avais surprise, et mon cœur s'est à nouveau endurci. Bien sûr, ma chérie, ai-je répondu. Venez quand vous pourrez. Quand la porte s'est refermée derrière eux, Carole s'est tournée vers moi. Voulez-vous que je vous aide à déballer vos affaires ou peut-être vous emmener déjeuner? Il est presque midi. Merci, mais j'aimerais me reposer un peu, ai-je dit. La journée a été fatigante. Bien sûr, a-t-elle acquiescé. Le déjeuner est servi jusqu'à 14 heures, vous avez le temps. La sonnette d'appel est juste ici, à côté du lit. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appuyez simplement. Quand Carole est partie, je me suis assise sur le lit et j'ai pris une profonde inspiration. C'est seulement maintenant que je réalisais pleinement la réalité de ce qui se passait. J'étais bel et bien dans une maison de retraite. Ma fille prévoyait bel et bien de vendre mon appartement. Ce n'était pas un cauchemar. C'était ma nouvelle réalité. J'ai sorti mon téléphone de mon sac et composé le numéro d'Étienne. J'y suis, ai-je dit quand il a répondu. Et maintenant? Attends, tout simplement, a-t-il répondu. Laurent surveille la situation. Dès que Tristan contactera l'agent immobilier, nous le saurons. Et s'ils ne vendent pas l'appartement? Ai-je demandé. D'après ce que tu m'as dit de leurs problèmes financiers, ils n'ont pas le choix, a dit Étienne avec confiance. Tristan a mentionné une échéance de prêt dans un mois. Ils vont agir vite. Et combien de temps devrais-je rester ici? J'ai regardé autour de moi. La chambre, malgré sa propreté et sa fonctionnalité, ressemblait à une cage. Quelques jours, une semaine tout au plus, a répondu Étienne. Je te rendrai visite tous les jours. Et Chloé, tiens bon. Tu es une femme forte. Tu peux le faire. Ces mots m'ont redonné confiance. Je savais qu'Étienne était une personne fiable et réfléchie. S'il disait que le plan fonctionnerait, c'est qu'il fonctionnerait. Merci, Étienne, ai-je dit. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Après notre conversation, j'ai décidé d'aller déjeuner finalement. Je devais me familiariser avec l'endroit où j'allais passer les prochains jours. Il y avait une vingtaine de personnes dans la salle à manger, principalement des femmes de mon âge ou plus âgées, et quelques hommes. Ils étaient assis par groupes de 3 ou 4, discutant tranquillement. J'ai pris un plateau avec ma nourriture, soupe de poulet, salade et compote de fruits, et j'ai cherché une place. Asseyez-vous avec nous, ai-je entendu une voix sur ma droite. 2 femmes étaient assises à la table la plus proche, l'une de mon âge environ, l'autre beaucoup plus âgée. Merci, ai-je dit en m'asseyant. Je suis Denise, a dit la femme de mon âge. Et voici Marcel. Vous êtes nouvelle ici? Oui, je suis Chloé. Je suis arrivée aujourd'hui. Bienvenue au club des parents abandonnés, a souri Denise. Marcel a secoué la tête. Denise, ne commence pas. Tous les enfants ne se débarrassent pas de leurs parents. Certains ont vraiment besoin d'aide. Et combien de ces chanceux as-tu rencontré ici? A rétorqué Denise. 5. Sur 50. J'ai écouté attentivement leur échange, réalisant que ce devait être leur rituel habituel. Et vous? S'est tournée Denise vers moi. Comment avez-vous atterri ici? Ma fille a décidé que je serais mieux sous surveillance, ai-je répondu en essayant de paraître neutre. Et vous l'avez cru, bien sûr, a levé les yeux au ciel Denise. Non, je ne l'ai pas cru, ai-je dit doucement. Mais j'ai un plan. Les 2 femmes m'ont regardé avec intérêt. Un plan? A demandé Marcel. Quel genre de plan? J'ai hésité.
Devais-je parler de ma situation à des inconnus? Mais quelque chose dans leur visage, la façon dont elles me regardaient avec compréhension et sans jugement, m'a incité à leur faire confiance. Ma fille et mon gendre veulent vendre mon appartement pour payer leurs dettes, ai-je dit en baissant la voix. Ils ont profité d'une procuration que j'ai signée quand j'étais malade. Mais mon ami, un ancien cadre bancaire, m'aide à la contester. Denise a sifflé. Voilà un rebondissement. Comment ton ami compte-t-il faire ça? Pour être honnête, je ne connais pas tous les détails, ai-je admis. Mais il a contacté un avocat spécialisé dans la défense des personnes âgées. Ils ont déjà déposé des papiers au tribunal. Et tu as accepté de venir ici pour gagner du temps, a deviné Marcel. Malin. Voilà ce que j'appelle un esprit combatif. Denise a hoché la tête avec approbation. Pas comme certains qui baissent les bras tout de suite. Et vos histoires? Ai-je demandé, sentant que j'avais trouvé des alliés. Denise a agité la main. La même rengaine. Mon fils et ma belle-fille ont décidé que je prenais trop de place dans leur maison. Mais c'était ma maison. Je les ai accueillis quand ils avaient des problèmes financiers. Et maintenant je suis de trop. Je n'ai pas d'enfant, a dit Marcel. Je suis ici parce que je me suis cassé la hanche il y a 2 ans, et mon neveu a insisté sur le fait que j'avais besoin de soins constants. Il a raison, bien sûr, mais parfois ma vieille maison me manque. Le reste du déjeuner s'est déroulé dans une conversation animée. Je leur ai parlé de mon travail d'institutrice. Denise s'est avérée être une ancienne infirmière, et Marcel avait travaillé comme bibliothécaire toute sa vie. Malgré les circonstances, j'ai ressenti un étrange sentiment de soulagement en parlant à des personnes qui comprenaient ma situation. Après le dîner, je suis retournée dans ma chambre et j'ai commencé à déballer mes affaires. Pas tout, juste l'essentiel. Quelque chose me disait que je ne resterais pas ici longtemps. Le soir, alors que je me préparais à me coucher, on a frappé à la porte. C'était Étienne, tenant un bouquet de mes roses jaunes préférées. « Étienne !» m'exclamai-je. « Je ne t'attendais pas aujourd'hui. » « J'ai promis de te rendre visite tous les jours, a-t-il dit en entrant. « Et j'ai des nouvelles. » J'ai pris les fleurs et les ai mises dans un vase avec de l'eau. « Quelles nouvelles ?» Étienne a regardé autour de lui comme pour vérifier que personne n'écoutait et a baissé la voix. « Tristan a contacté l'agent immobilier cet après-midi. Comme nous nous y attendions, il veut vendre l'appartement rapidement. Mais l'agent a déjà reçu la notification que la procuration a été suspendue. Et maintenant ? Ai-je demandé. Maintenant, Tristan et Hélène vont recevoir une assignation en justice pour expliquer leurs actions, a répondu Étienne avec un léger sourire. Pendant ce temps, nous allons préparer tous les documents pour révoquer complètement la procuration. Et l'appartement? C'était la question qui m'inquiétait le plus. Ton appartement est en sécurité, a dit Étienne avec confiance. Ils ne peuvent pas le vendre sans ton consentement. J'ai senti la tension qui m'avait étreinte toute la journée commencer à se relâcher. Merci, Étienne. Je ne sais pas comment te remercier. Pas besoin de me remercier, a-t-il dit doucement. Je ne fais pas ça seulement pour toi. Tu sais, après la mort de Marguerite, il a hésité en parlant de sa défunte femme. J'ai souvent pensé que ma vie était finie. Mais ensuite, tu es arrivé avec ta danse et ta piscine, et j'ai réalisé que je pouvais continuer. C'est toi qui m'as appris ça, Chloé. J'ai été touchée par ces paroles. En 5 ans d'amitié, Étienne avait rarement parlé de ses sentiments. Nous avons tous les deux appris à continuer à vivre, ai-je dit. Et il semble que nous nous en sortions plutôt bien malgré toutes les difficultés. Étienne a souri et a hoché la tête. Très bien. Maintenant, raconte-moi ta première journée ici. Le personnel est gentil avec toi? Nous avons parlé pendant encore 1 heure. Je lui ai parlé de Denise et Marcel et de ce que j'avais vu à l'Automne doré. Étienne a écouté attentivement, posant des questions de temps en temps. Je viendrai demain, a-t-il dit en partant. Et je t'apporterai le livre que tu voulais lire. Je t'attendrai, ai-je répondu en le raccompagnant à la porte. Quand la porte s'est refermée derrière Étienne, je suis allée à la fenêtre. D'ici, je pouvais voir le jardin de l'Automne doré. Des allées soignées, des buissons taillés, des bancs pour se reposer. Tout avait l'air paisible et serein. Dans une autre situation, j'aurais même pu trouver cet endroit agréable pour me détendre. Mais pas maintenant, alors que je savais que j'étais ici à cause de la trahison de ma propre fille. Je me suis souvenu des paroles d'Étienne sur l'assignation que Tristan et Hélène allaient recevoir. Comment réagiraient-ils?
Que diraient-ils en réalisant que leur plan avait été découvert? Une partie de moi voulait jubiler, imaginant leur choc et leur déception. Mais une autre partie, celle qui était encore une mère malgré tout, ressentait de l'amertume. Quelque part, j'avais échoué avec ma fille si elle était devenue capable d'une telle chose. Mais ce n'était pas le moment de l'autoflagellation. Étienne avait raison. J'étais une femme forte. J'avais survécu à la perte de mon mari. Je m'étais débrouillée seule toutes ces années, et je m'en sortirais maintenant. Je me suis détournée de la fenêtre et j'ai commencé à me préparer pour la nuit. Demain serait un autre jour, et j'avais besoin de force pour continuer mon jeu pendant qu'Étienne et Laurent travaillaient à me sortir de cette belle prison. Avant de m'endormir, j'ai jeté un dernier regard au bouquet de roses jaunes. Leurs bourgeons vifs semblaient déplacés dans cette chambre sans âme, mais c'est précisément pour cela qu'ils étaient si agréables à regarder. Un rappel que la vraie vie continuait quelque part au-delà des murs de l'automne doré. Et bientôt, j'y retournerai, grâce à mon fidèle ami Étienne, qui avait discrètement et habilement organisé la protection juridique de mes biens pendant que je jouais le rôle de la mère obéissante devant Hélène et Tristan. Le 3e jour à l'automne doré, j'ai décidé que j'en avais assez de rester entre 4 murs. Si je devais être ici pendant un certain temps, autant explorer les lieux. Après le petit déjeuner, je suis partie en visite. La résidence était plus grande que je ne l'avais imaginé. En plus de la salle à manger, de la bibliothèque et de la salle de loisirs que je connaissais déjà, il y avait une piscine intérieure chauffée pour l'hydrothérapie, une petite salle de sport avec des appareils adaptés, une salle de kinésithérapie, et même une petite serre où se tenaient des cours de jardinage. Dans la serre, j'ai trouvé Marcel, qui rempotait soigneusement des violettes. « Chloé !» s'est-elle exclamée joyeusement en me voyant. « Viens me rejoindre. C'est le plus bel endroit de tout le bâtiment. » J'ai regardé autour de moi. La serre était en effet accueillante. Beaucoup de lumière, d'air frais, et l'odeur de la terre et des plantes. Ça ne ressemblait en rien aux autres pièces stériles. « Tu viens souvent ici ?» ai-je demandé en m'asseyant à côté de Marcel. « Tous les jours », a-t-elle acquiescé. J'avais un petit jardin à la maison, et il me manque. C'est presque une thérapie pour moi. J'ai pris un pot vide et un sac de terreau, décidant de l'aider. « Tu sais », a dit Marcel en retirant délicatement une violette d'un vieux pot. « Quand je suis arrivée ici, je pensais que ma vie était finie. Je suis à peine sortie de ma chambre pendant les 2 premières semaines. Puis je suis tombée ici par hasard et j'ai vu que toutes les plantes étaient presque mortes. Personne ne s'en occupait correctement. Et j'ai décidé qu'au moins, elle ne devrait pas souffrir à cause de ma dépression. Je l'ai écoutée en remplissant le pot de terreau. Et peu à peu, j'ai commencé à sortir, ici, puis à la salle à manger, et j'ai fait connaissance avec les autres résidents, a poursuivi Marcel. Ce n'est toujours pas la maison, mais ce n'est plus une prison comme ça me semblait au début. Je suis encore au stade de la prison, ai-je admis. Marcel a hoché la tête avec compréhension. Laisse-toi du temps. Et n'oublie pas que tu as un plan. Ça fait une grande différence. Après la serre, je suis allée à la bibliothèque. Elle était petite mais bien fournie. Classique, fiction contemporaine, romans policiers, livres de vulgarisation scientifique. Une femme âgée aux cheveux gris courts et aux lunettes épaisses était assise à une table. Elle écrivait quelque chose dans un grand cahier. « Vous cherchez quelque chose en particulier ?» a-t-elle demandé sans lever les yeux. « Je regarde juste », ai-je répondu. « Je suis nouvelle ici, Chloé Lambert. » La femme a levé les yeux et m'a étudié attentivement. « Amandine Perrier, bibliothécaire. Ou plutôt, ancienne bibliothécaire, maintenant juste une bénévole. Vous aimez lire, Chloé ? » « Énormément », ai-je répondu sincèrement. « Surtout les romans historiques et les biographies. » Le visage d'Amandine s'est illuminé. « Nous avons une excellente sélection de biographies. Regardez cette étagère. » Elle a pointé une bibliothèque contre le mur du fond et je me suis approchée. La sélection était en effet impressionnante. J'ai passé mes doigts sur les dos des livres, appréciant leur contact. Les livres avaient toujours été mon refuge, depuis mon enfance. « Prenez celui que vous voulez », a dit Amandine. « Signez juste ici », a-t-elle dit en me tendant un registre. J'ai choisi une biographie d'Eleanor Roosevelt, j'ai écrit mon nom et mon numéro de chambre et j'ai signé. « Excellent choix », a dit Amandine avec approbation. « Une femme forte, comme vous, d'après ce que je peux voir. » Je l'ai regardée, surprise. « Pourquoi pensez-vous ça ?» Amandine a souri. « J'ai travaillé avec les livres pendant 35 ans,
mais j'ai toujours été meilleur pour lire les gens que les pages. Vos yeux ne sont pas comme ceux de la plupart des nouveaux arrivants, traqués et perdus. Vous avez un plan dans les yeux. J'ai ri malgré moi. Vous êtes la deuxième personne à me dire ça. Marcel a dit la même chose. Marcel est une femme intelligente, a hoché la tête Amandine. Nous sommes amis depuis 3 ans. Elle était aussi distante au début, mais ensuite elle a trouvé sa place dans la serre. Et vous, ai-je demandé. Comment avez-vous atterri ici? Amandine a ajusté ses lunettes. Glaucome. Ma vue baissait. Je vivais seule et mes enfants s'inquiétaient. Finalement, j'ai accepté de déménager ici. Mais à la condition que je m'occuperais de la bibliothèque. Elle était dans un état terrible à l'époque. Les livres étaient éparpillés partout. Il n'y avait aucun système. Je l'ai remise en ordre. J'ai passé près de 2 heures dans la bibliothèque à discuter avec Amandine. Elle s'est avérée être une interlocutrice intéressante, avec un esprit vif et un sens de l'humour unique. Avant de partir, j'ai demandé « Amandine, savez-vous s'il y a un ordinateur avec accès à Internet ici? Je dois vérifier mes emails. » Dans le salon, dans le coin, a-t-elle répondu. Mais il est généralement occupé. Tout le monde veut se connecter au monde extérieur. Merci, ai-je dit en me dirigeant vers la sortie. Et Chloé m'a appelé Amandine. Quoi que ce soit qui vous ait amené ici et quel que soit votre plan, sachez qu'il y a des gens ici qui vous comprendront et vous soutiendront. J'ai hoché la tête avec reconnaissance et j'ai quitté la bibliothèque, me sentant étrangement soulagée. Peut-être que mon séjour ici ne serait pas aussi terrible que je l'avais craint. L'ordinateur dans le salon était en effet occupé. Un homme aux cheveux gris avec d'énormes mains, clairement un ancien travailleur manuel, tapotait maladroitement le clavier avec un seul doigt. J'ai décidé de revenir plus tard et je me suis dirigée vers la salle à manger pour le déjeuner. Au déjeuner, j'ai de nouveau croisé Denise, mais cette fois, elle était assise avec un groupe différent, 3 femmes de mon âge environ. En me remarquant, Denise m'a fait signe de les rejoindre. Les filles, voici Chloé, notre nouvelle venue, m'a-t-elle présentée. Chloé, voici Brigitte, Renée et Jocelyne. J'ai dit bonjour et je me suis assise à leur table. La conversation a tourné autour du concert à venir. Une chorale locale venait à l'automne doré avec un programme de chansons des années 60. Vous chantez, Chloé? A demandé Renée, une femme potelée au visage bienveillant. Seulement sous la douche, ai-je souri. C'est dommage, a soupiré Brigitte. Nous essayons de monter notre propre chorale, mais nous n'avons pas assez de monde. Beaucoup sont timides ou pensent qu'il est trop tard pour commencer. Il n'est jamais trop tard, a objecté Jocelyne, la plus âgée du groupe avec ses cheveux argentés soigneusement coiffés. J'ai appris à jouer du ukulélé à 76 ans. Vraiment? Ai-je demandé, surprise. Absolument, a hoché la tête Jocelyne. Voulez-vous voir? Mon instrument est dans ma chambre. Après le déjeuner, nous sommes toutes allées dans la chambre de Jocelyne, qui s'est avérée être une véritable mini-salle de concert. En plus du ukulélé, elle avait un harmonica, un petit piano et même un djembé. Mon mari, Harold, était musicien, a expliqué Jocelyne en remarquant ma surprise. J'ai toujours aimé la musique, mais je n'ai jamais joué moi-même jusqu'à ce que j'arrive ici. Et puis je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi serais-je moins bien qu'Harold? Nous avons passé l'heure suivante à écouter Jocelyne jouer du ukulélé et chanter de vieilles chansons que je me souvenais de ma jeunesse. Brigitte et Renée chantaient en chœur, et Denise gardait le rythme sur le djembé. J'étais assise et je les regardais, sentant quelque chose se dégeler en moi. Ces femmes n'avaient pas abandonné, n'avaient pas cédé. Elles avaient trouvé un moyen de remplir leur vie de sens, même ici, dans une maison de retraite. Ce soir-là, de retour dans ma chambre, j'ai composé le numéro d'Étienne. « Comment ça va ?» a-t-il demandé en guise de salut. « Pas mal, en fait, ai-je répondu. J'ai rencontré des gens intéressants. Ils sont ici contre leur gré aussi. Mais ils ont trouvé un moyen de vivre, pas seulement d'exister. »« C'est bien, » a dit Étienne, l'air soulagé. « Je craignais que tu ne déprimes complètement là-bas. »« Tu ne me connais pas très bien si tu pensais ça, » l'ai-je taquiné. « Qu'est-ce qui se passe avec mon affaire ?»« Il y a des progrès, » a dit Étienne. Hélène et Tristan ont reçu leur assignation en justice. Laurent dit qu'ils ont d'abord tout nié, mais ont ensuite admis qu'ils prévoyaient de vendre l'appartement. Ils ont prétendu qu'ils agissaient dans ton meilleur intérêt pour t'assurer une retraite confortable. Une retraite confortable à mes dépens,
ai-je ricané. Et après? La date du procès est fixée à la semaine prochaine, a répondu Étienne. Mais il est déjà clair que la procuration sera révoquée. Le juge a examiné ton dossier médical et a convenu que dans ton état, tu n'aurais pas pu signer de tels documents en connaissance de cause. Donc, je pourrais bientôt rentrer chez moi? Ai-je demandé avec espoir. Oui, mais il y a un problème. La voix d'Étienne est devenue sérieuse. Hélène et Tristan ont déjà payé 3 mois de loyer à l'automne doré. Ils ne rembourseront pas cet argent. Et ils ont déjà commencé à rénover ton appartement. Quoi? J'ai senti le sang me monter au visage. Ils n'ont pas le droit. Formellement, ils agissent toujours en vertu de la procuration, a expliqué Étienne. Elle ne sera révoquée qu'après une décision du tribunal. Mais ne t'inquiète pas, ils ne pourront pas vendre l'appartement. Il est sous ordonnance de séquestre. On ne parle que de rénovation. Quelle rénovation? Je n'arrivais toujours pas à croire ce qui se passait. Mon appartement est en parfait état. Selon Hélène, il voulait le rénover avant de le vendre pour en augmenter la valeur, a dit Étienne. Nouveau papier peint, nouvelle plomberie, autre chose. Je ne suis pas entré dans les détails. J'ai pris une profonde inspiration pour essayer de me calmer. Après tout, ce n'était que des réparations. Le principal était qu'ils ne pouvaient pas vendre l'appartement. Étienne, peux-tu savoir ce qu'ils y font exactement? Ai-je demandé. Je n'aime pas l'idée qu'ils fouillent dans ma maison sans moi. Je vais essayer, a-t-il promis. Mais prépare-toi à la possibilité qu'ils aient déjà jeté certaines choses. Tu as dit que Tristan avait parlé de mettre les meubles en garde-meubles, mais je ne suis pas sûre qu'ils aient vraiment tout gardé. Cette pensée m'a profondément blessée. Il y avait des choses dans l'appartement qui m'étaient chères. Des photos d'Henri, sa collection de vieux vinyles, le miroir de ma mère, des livres avec des notes dans les marges. Et s'ils avaient tout jeté? Je passerai demain, a dit Étienne, sentant mon anxiété. Je t'apporterai tes pâtisseries préférées de la boulangerie de Martine, au coin de la rue. Merci, Étienne, ai-je dit. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Après notre conversation, je n'ai pas pu dormir pendant longtemps, imaginant Hélène et Tristan fouillant dans mes affaires. Malgré la journée agréable et les nouvelles connaissances, l'amertume de la trahison est revenue avec une vengeance. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un mal de tête dû à une nuit blanche. Mais j'ai décidé de ne pas céder au désespoir. Après tout, j'avais un plan et il fonctionnait. Le juge penchait déjà en ma faveur. Bientôt, je pourrais rentrer chez moi et tout régler. Après le petit déjeuner, je suis allée à la piscine. Nager m'aidait toujours à me vider la tête et à me calmer. À ma grande surprise, j'y ai croisé Denise, fendant énergiquement l'eau dans le couloir du fond. Je ne savais pas que tu nageais, ai-je dit quand elle a fait une pause. 3 fois par semaine, a répondu Denise, haletante. Mes articulations me font mal et c'est plus facile dans l'eau. Joins-toi à moi. Nous avons nagé pendant environ 1 heure, puis nous nous sommes assises dans le jacuzzi, relaxant nos muscles. Denise m'a parlé de son travail d'infirmière et des patients dont elle se souvenait même des années après sa retraite. Tu sais ce qui est le plus bouleversant? A-t-elle dit soudainement. Passer toute sa vie à s'occuper des autres et se retrouver sans personne qui ait besoin de toi quand tu es vieille. Ma belle-fille, Laurence, la femme de mon fils, m'a dit un jour en face, vous avez vécu votre vie. Maintenant, c'est à notre tour de vivre. Comme si la vie était une course de relais, et qu'après un certain âge, tu devais passer le témoin et quitter la scène. J'ai hoché la tête avec compréhension. Ma fille semble penser la même chose, même si elle ne l'a jamais dit à voix haute. Les actes parlent plus que les mots, a remarqué Denise philosophiquement. Mais tu sais quoi? On va leur montrer qu'il est trop tôt pour nous enterrer. Après la piscine, je me sentais mieux et j'ai décidé de vérifier l'ordinateur dans la salle de loisirs. Cette fois, il était libre. Je me suis assise et j'ai ouvert mes emails. Rien d'important, juste des newsletters et des publicités. Puis, sur une impulsion, j'ai tapé dans le moteur de recherche « Comment les enfants trompent leurs parents âgés ». Les résultats m'ont stupéfié. Il s'est avéré que j'étais loin d'être la seule dans ma situation. Des centaines, des milliers de personnes âgées étaient victimes de fraudes financières de la part de leurs propres enfants. Utilisation de procuration pour vendre des biens, retirer de l'argent des comptes, contracter des prêts au nom de leurs parents. La liste était longue et déprimante. J'ai lu histoire après histoire, ressentant un mélange d'amertume et de soulagement étrange.
Au moins, je n'étais pas la seule naïve, et beaucoup avaient moins de chance que moi. Ils n'avaient pas d'Étienne pour venir à leur secours à un moment critique. Triste lecture, n'est-ce pas? Ai-je entendu une voix derrière moi? En me retournant, j'ai vu un homme d'environ 65 ans en fauteuil roulant. Il avait un visage intelligent avec une barbe grise soigneusement taillée et des yeux perçants derrière ses lunettes. Je suis Robert Cohen, s'est-il présenté. Ancien avocat spécialisé dans la protection des personnes âgées contre les abus financiers. Maintenant, comme vous pouvez le voir, je me suis retrouvé de l'autre côté de la barrière. Chloé Lambert, ai-je répondu. Ancienne institutrice, et il semble que sans votre aide, j'aurais pu devenir l'une de ces histoires. Robert s'est approché. Avez-vous aussi été trompé par des proches? Ils ont essayé, ai-je dit brièvement en lui racontant mon histoire. Vous avez de la chance d'avoir un ami, Robert. La plupart des personnes âgées sont laissées seules avec ces problèmes. Et le temps qu'elles réalisent ce qui s'est passé, il est trop tard. Et vous? Ai-je demandé. Comment avez-vous atterri ici? Robert a souri amèrement. AVC il y a 2 ans, paralysé des membres inférieurs. Ma fille a décidé qu'elle ne pouvait pas s'occuper de moi à la maison. Peut-être a-t-elle raison. Mais je ne peux toujours pas accepter le fait que je sois passé d'aider les autres à défendre leurs droits à ne même pas être capable de me défendre moi-même. Mais vous êtes avocat, ai-je dit, surprise. Ne pouviez-vous pas contester la décision? Robert a interrompu. J'aurais pu, mais vous savez, Chloé, parfois il faut choisir ses batailles. J'ai décidé qu'il valait mieux préserver ma relation avec ma fille que de me battre pour le droit de vivre à la maison où je serais seule la plupart du temps de toute façon. Au moins, ici, il y a des gens. J'ai réfléchi à ces paroles. Peut-être que je devrais l'accepter aussi. Accepter qu'Hélène ait fait ce qu'elle pensait être juste et essayer de maintenir notre relation. Mais je me suis souvenu de leur conversation dans les escaliers. Leur plan pour vendre mon appartement sans que je le sache. Leur mensonge. Non. Certaines choses ne peuvent pas être pardonnées si facilement. Nous avons tous nos propres histoires, a poursuivi Robert comme s'il lisait dans mes pensées. Et nos propres chemins. Vous vous battez, et c'est ce qui est juste pour vous. J'ai accepté la situation, et c'était ce qui était juste pour moi. Il n'y a pas de solution universelle. Après avoir parlé à Robert, je suis retourné dans ma chambre et j'ai pris mon téléphone. Je voulais appeler Étienne, mais à la place, j'ai composé le numéro d'Hélène. J'avais besoin d'entendre sa voix pour comprendre ce qu'elle pensait. Maman. Hélène a répondu. Surprise, après la 3e sonnerie. Quelque chose ne va pas. Non, je voulais juste prendre de tes nouvelles, ai-je dit aussi calmement que possible. Nous allons bien, sa voix était tendue. Comment vas-tu? Tu es bien installé? Je vais bien, ai-je répondu. J'ai rencontré des gens intéressants. Il y a même une piscine. Tu vois, je t'avais dit que tu aimerais. Sa voix semblait soulagée. Je comptais te rendre visite ce week-end. J'adorerais, ai-je dit, surprise de mon calme. Comment ça se passe à la maison? Tout va bien. Pause, puis, oui, tout va bien. Tristan et moi, on a décidé de redécorer un peu ton appartement. Tu sais, rafraîchir les choses. Vraiment. J'ai essayé de garder une voix neutre. Qu'est-ce que vous faites exactement? Eh bien, nouveau papier peint dans le salon, a répondu rapidement Hélène. Et on remplace les installations de la salle de bain. Elles sont vieilles. Et on pense changer le sol de la cuisine. Ça a l'air d'un grand projet, ai-je remarqué. Pourquoi tous ces changements? Autre pause. Plus longue que la précédente. Ton appartement n'a pas été rénové depuis longtemps, maman. On voulait que ce soit agréable pour toi si tu décides de revenir. Si je décide de revenir dans mon propre appartement, pensais-je amèrement. Mais à voix haute, j'ai dit, c'est très attentionné de votre part. Et mes affaires? Les avez-vous déplacées quelque part pour les rénovations? On a mis la plupart dans la chambre, a répondu Hélène. On a dû mettre certaines choses dans un garde-meuble, mais tous tes objets de valeur sont en sécurité. Ne t'inquiète pas. Je me demande qui a décidé ce qui avait de la valeur et ce qui n'en avait pas, ai-je pensé. D'accord, ai-je dit. Je vous attends ce week-end. Dis bonjour à Tristan et aux enfants. Après notre conversation, je suis restée assise sur le lit, le regard perdu par la fenêtre. Hélène m'avait encore menti. Il ne faisait pas que rénover. Il préparait l'appartement pour la vente.
Et à en juger par son ton, il s'était déjà débarrassé de certaines de mes affaires qu'il jugeait inutiles. J'ai senti la colère monter en moi. C'était ma vie, mes souvenirs, mon espace. Ils n'avaient pas le droit d'envahir comme ça et de tout remodeler à leur goût. Mais la colère a vite cédé la place à la détermination. Je ne les laisserai pas faire. Grâce à Étienne et à son ami avocat, j'avais une chance de reprendre le contrôle de ma vie, et j'allais la saisir. Ce soir-là, Étienne est arrivé comme promis avec une boîte de mes pains au raisin préférés de la boulangerie de Martine. J'ai parlé à Laurent, a-t-il dit en s'installant dans le fauteuil près de la fenêtre. Il pense que nous pouvons réclamer une indemnisation pour les réparations non autorisées et le préjudice moral. Je ne veux pas de leur argent, Étienne, ai-je secoué la tête. Je veux juste rentrer chez moi et qu'on me laisse tranquille. C'est possible aussi, a hoché la tête Étienne. Mais pense à l'avenir. Et s'il réessaie? Je ne signerai plus jamais rien sans le lire d'abord, ai-je dit fermement. Et peut-être est-il temps de mettre à jour mon testament pour qu'ils sachent qu'ils n'auront pas un centime s'ils essaient de me tromper à nouveau. Étienne a souri. Voilà ma Chloé. Toujours à penser stratégiquement. Nous avons parlé pendant encore 1 heure. Étienne m'a parlé des progrès de mon affaire et je lui ai parlé de mes nouveaux amis à l'automne doré. Au moment de partir, j'ai soudain demandé « Étienne, crois-tu qu'il est possible de tout recommencer à notre âge ?» Il a réfléchi un instant, puis a répondu sérieusement. Je crois que tant que nous sommes en vie, il n'est jamais trop tard pour commencer un nouveau chapitre. Peut-être pas tout à zéro. L'expérience et les souvenirs ne disparaissent pas. Mais un nouveau chapitre, certainement. Sur ces mots, il est parti, me laissant réfléchir à ce que serait mon nouveau chapitre une fois que tout cela serait terminé. Pendant ce temps, dans mon appartement, Hélène et Tristan s'affairaient aux rénovations. Ils avaient déjà remplacé le papier peint du salon, choisissant une couleur beige neutre à la place de mon motif floral bleu préféré. Dans la salle de bain, ils ont installé une nouvelle cabine de douche à la place d'une baignoire, même si j'avais toujours préféré de longs bains relaxants à des douches rapides. Dans la cuisine, ils avaient arraché le vieux lino, qui, je l'admets, était vraiment usé, et posé un carrelage tendance. Ça augmentera la valeur d'au moins 10%, a dit Tristan, regardant avec satisfaction le résultat de leur travail. Des rénovations modernes et des couleurs neutres. Les appartements comme ça trouvent preneur plus vite. Tu penses que l'agent immobilier approuvera? A demandé Hélène, dubitative, en regardant le nouveau carrelage. Bien sûr qu'il approuvera, a répondu Tristan avec confiance. C'est lui-même qui nous a conseillé de nous débarrasser de tout ce qui est démodé et personnel. Pas de photos de famille, pas de collections étranges, pas de choses qui rappellent les anciens propriétaires. L'appartement doit être comme une page blanche pour que les acheteurs puissent y imaginer leur vie. Hélène a froncé les sourcils en regardant les cartons dans le coin. Et les affaires de maman? Il y a un tas de vieux albums, des lettres, des livres, et puis il y a la collection de vinyles de papa. Tristan a agité la main avec dédain. On a mis de côté les choses les plus précieuses pour elle. Le reste peut être jeté ou donné à une association caritative. Elle ne reviendra pas vivre ici de toute façon. Tu es sûre? La voix d'Hélène semblait dubitative. Elle semble s'être résignée au déménagement, mais maman a toujours été têtue. Et si elle changeait d'avis? L'appartement sera vendu d'ici là, a dit fermement Tristan. Écoute, Hélène, nous n'avons pas le choix. Si nous ne remboursons pas nos dettes avant la fin du mois, nous perdrons la maison. C'est ce que tu veux? Non, bien sûr que non, a soupiré Hélène. C'est juste que parfois, j'ai l'impression que nous faisons quelque chose de mal. Maman a toujours été une bonne mère. Et tu es une bonne fille, l'a rassuré Tristan. Tu lui as trouvé une place confortable dans une bonne maison de retraite. Qu'y a-t-il de mal à ça? Beaucoup de personnes âgées en rêvent. Hélène n'a pas répondu. Elle a juste continué à emballer les choses qu'ils avaient décidé de garder. Quelques photos de famille encadrées. Un service à thé en argent qui était un cadeau de sa grand-mère. Une boîte à bijoux. Tout le reste, les livres que j'avais collectionnés au fil des ans, les disques d'Henri, les vieilles lettres, les souvenirs de voyage a été jeté dans des sacs poubelles ou des cartons pour une association caritative. Ils ne savaient pas que dans quelques jours, le tribunal révoquerait la procuration et que tout leur plan s'effondrerait. Ils ne savaient pas qu'une mauvaise surprise les attendait. Mais moi, je le savais, grâce à Étienne et à son ami avocat. Et cette pensée me réchauffait dans un lit étrange, dans une chambre standard de la résidence L'Automne Doré, où mes propres enfants m'avaient envoyé pour mettre la main sur mes biens.
Une semaine s'était écoulée depuis mon arrivée à l'Automne Doré. Je m'étais installée, m'étais fait de nouveaux amis, et j'avais même commencé à suivre des cours de yoga pour seniors donnés par l'énergique Jocelyne. Mais mes pensées étaient toujours à la maison, dans mon appartement, qu'Hélène et Tristan remodelaient sans ménagement à leur convenance. Le jour du procès, Étienne est arrivé tôt le matin. Il était habillé plus formellement que d'habitude, costume bleu foncé, chemise blanche et cravate. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés et ses chaussures cirées. « Prête pour le grand jour ?» a-t-il demandé en entrant dans ma chambre. « Plus que prête », ai-je hoché la tête. « Tu penses qu'ils se présenteront au tribunal ?»« Ils le doivent », a répondu Étienne. « S'ils ne le font pas, cela ne fera qu'aggraver leur situation. Laurent a dit que leur avocat a demandé un report, mais le juge a refusé. »« Ils ont un avocat ?» ai-je demandé, surprise. « Bien sûr », a souri légèrement Étienne. « Ils pensent qu'ils agissent dans le respect de la loi. Mais ne t'inquiète pas, Laurent est l'un des meilleurs dans ses affaires. Nous avons un dossier solide. » Je n'avais pas prévu d'assister à l'audience en personne. Étienne et Laurent m'avaient convaincu que mon état émotionnel ne serait que préjudiciable si je me retrouvais face à Hélène et Tristan au tribunal. À la place, Laurent a pris ma déclaration signée et une procuration pour me représenter. « Je te tiendrai au courant », a promis Étienne. L'audience est prévue pour 11 heures et elle devrait être terminée vers 14 heures. « Étienne, j'ai pris sa main. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je veux que tu saches que je te suis infiniment reconnaissante pour tout ce que tu fais. » Il a toussé maladroitement, mais n'a pas retiré sa main. « Pas besoin de me remercier. Je fais juste ce que je dois faire. »« Non », ai-je insisté. « Tu fais bien plus que ça. Sans toi, je serais assise ici en ce moment, sans savoir que ma fille vendait mes biens dans mon dos. » Étienne m'a regardé sérieusement. « Chloé, souviens-toi de ce que tu m'as dit ce jour-là où nous nous sommes rencontrés à la piscine il y a 5 ans. Je venais de perdre Marguerite et je pensais que ma vie était finie. Et tu as dit, la vie continue, Étienne, qu'on le veuille ou non. La question est, allons-nous simplement exister ou allons-nous vivre ? » Je me suis souvenu de cette conversation. À l'époque, j'essayais de sortir d'une dépression après la mort d'Henri et je cherchais des moyens de me sentir à nouveau vivante. « Tu m'as aidé à l'époque », a poursuivi Étienne. « Maintenant, c'est à mon tour de t'aider. » Et en parlant d'aide, il a sorti une enveloppe de la poche intérieure de sa veste et me l'a tendue. « Voici quelques documents que tu dois signer. Ça fait partie de notre plan. » J'ai pris l'enveloppe, perplexe. « Quel plan ? Tu n'as pas mentionné d'autre plan que la révocation de la procuration. » « C'est un plan de secours, » a expliqué Étienne. « Au cas où il y aurait des problèmes pour révoquer la procuration ou si Hélène et Tristan inventaient autre chose. » J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai sorti plusieurs documents avec des sceaux officiels. Après les avoir parcourus, j'ai levé les yeux vers Étienne, surprise. « C'est un contrat de vente pour mon appartement ? Mais comment ? À qui ? » « À Capvie Investissement, » a répondu Étienne. « Je l'ai fondé il y a 2 semaines. Juste après que tu m'aies parlé des plans d'Hélène et Tristan. C'est une société d'investissement qui gérera tes actifs. Tu vends l'appartement à la société et en retour, tu obtiens 100% des actions de la société et un contrôle total sur celle-ci. » Je ne comprenais toujours pas. Mais pourquoi ? Si le tribunal révoque la procuration, je garderai quand même le contrôle de l'appartement. C'est une protection supplémentaire, a expliqué Étienne. Si Hélène et Tristan essaient de contester la décision du tribunal ou trouvent un autre moyen de prendre possession de tes biens, ils découvriront que l'appartement n'est plus à toi. Il appartient à la société, et la société t'appartient. C'est un piège juridique qu'ils ne peuvent pas contourner. J'étais stupéfaite par la profondeur de ce plan. Étienne, c'est brillant. Mais est-ce légal ? Absolument, a-t-il répondu avec confiance. J'ai consulté non seulement Laurent, mais aussi 2 autres avocats. Tout est dans les règles. Tu vends ton bien à la valeur du marché et tu paies toutes les taxes nécessaires. L'acheteur est simplement une société que tu possèdes. J'ai lu attentivement les documents. En effet, tout semblait légal. Le prix était conforme à la valeur du marché et toutes les formalités avaient été respectées. Quand est-ce que ça prend effet ? Ai-je demandé en prenant un stylo. Rétroactivement, a répondu Étienne. Les documents sont datés de la semaine dernière, avant que tu ne déménages ici. Laurent les a déjà déposés pour enregistrement. Dès que tu auras signé, je prendrai les originaux, et d'ici ce soir,
tout sera officiel. J'ai signé chaque feuille, ressentant un étrange sentiment de soulagement. Quoi qu'il arrive au tribunal aujourd'hui, mon appartement était protégé. Hélène et Tristan ne pourraient pas le vendre, même si le tribunal se prononçait miraculeusement en leur faveur. Merci, Étienne, ai-je dit en lui rendant les documents signés. Je ne savais pas que tu étais capable de telles manigances. Il a souri. 40 ans dans la banque, ça apprend beaucoup de choses, surtout quand on a affaire à des gens qui essaient de frauder le système. Après le départ d'Étienne, je ne pouvais pas rester en place. Au lieu d'aller au yoga, je suis allée à la piscine, espérant que l'activité physique m'aiderait à gérer ma tension nerveuse. En nageant d'un bout à l'autre de la piscine, j'imaginais Étienne et Laurent assis dans la salle d'audience en face d'Hélène, Tristan et leur avocat. À quoi pensait ma fille? Avait-elle honte de ce qu'elle avait essayé de faire, ou était-elle simplement en colère que son plan ait été découvert? Après la piscine, je suis allée à la salle à manger pour le déjeuner. Denise et Marcel étaient déjà assises à ma table habituelle. « Tu as l'air tendu aujourd'hui », a remarqué Denise alors que je m'asseyais avec mon plateau. Il s'est passé quelque chose. Je leur ai parlé de l'audience à venir et du plan d'Étienne. Ton Étienne est un vrai stratège, a hoché la tête Denise avec approbation. Il a un atout dans sa manche au cas où le premier plan ne fonctionnerait pas. Ce n'est pas mon Étienne, ai-je corrigé automatiquement. Vraiment. Denise a levé un sourcil sceptique. Il te rend visite tous les jours, t'apporte des fleurs et des sucreries, conçoit des plans ingénieux pour sauver tes biens. Je pense qu'il est très à toi. Je me suis senti rougir. Nous sommes juste des amis. De bons amis. Bien sûr, Denise a échangé des regards entendus avec Marcel. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. J'ai décidé de changer de sujet. À propos, Jocelyne m'a montré ses photos de son voyage en Europe aujourd'hui. Elle a visité presque tous les pays depuis la mort de son mari. Jocelyne est une véritable inspiration pour nous toutes, a dit Marcel. Elle a 82 ans et elle est pleine d'énergie et de projets. Tu vois, a renchéri Denise. Il n'est jamais trop tard pour commencer une nouvelle vie, même avec un nouvel homme, a-t-elle dit en me regardant d'un air significatif. J'ai secoué la tête, mais au fond de moi, les mots de Denise ont fait écho. Est-ce que je voyais vraiment Étienne comme un simple ami? Pourquoi son attention me plaisait-elle tant? Pourquoi attendais-je toujours ses visites avec impatience? Après le déjeuner, je suis retournée dans ma chambre et je me suis allongée pour me reposer. Sans m'en rendre compte, je me suis endormie et j'ai été réveillée par la sonnerie du téléphone. C'était Étienne. Chloé, on a gagné. Sa voix était jubilatoire. Le juge est complètement de notre côté. La procuration a été révoquée, et Hélène et Tristan devront payer tous les frais de justice. Comment ont-ils réagi? A été la première question qui m'est venue à l'esprit. Hélène pleurait, a répondu Étienne. Tristan était furieux, mais il s'est maîtrisé. Leur avocat a essayé de convaincre le juge qu'ils agissaient dans ton meilleur intérêt, mais les preuves étaient trop claires. Et les documents pour la vente de l'appartement? Ai-je demandé. Je les ai déposés juste après l'audience, a dit Étienne. Tout sera officiellement enregistré d'ici demain matin. Chloé, tu es maintenant propriétaire d'une société d'investissement. J'ai ri de l'absurdité de la situation. À 78 ans, je suis devenue une femme d'affaires. Qui l'aurait cru? Et ce n'est pas tout, a poursuivi Étienne. J'ai parlé avec Laurent et nous avons un plan pour ton futur logement. Quel plan? Ai-je demandé avec intérêt. Discutons-en quand on se verra, a répondu Étienne. Je serai chez toi dans 1 heure. Exactement 1 heure plus tard, Étienne était là, toujours dans son costume formel, mais sans sa cravate. Il avait l'air fatigué mais satisfait. Alors, quel est le plan? Ai-je demandé alors que nous nous installions dans des fauteuils près de la fenêtre. Te souviens-tu de la maison de Madame Petitjean sur la rue du Chêne? A commencé Étienne. La petite maison de plain-pied avec le jardin que tu as toujours aimé. Bien sûr, ai-je hoché la tête. Elle est décédée l'année dernière et la maison est à vendre. Elle est toujours à vendre, m'a interrompu Étienne. Et le prix est tout à fait raisonnable. J'ai pensé que tu devrais peut-être l'acheter avec l'argent de la vente de l'appartement à la société. Je l'ai regardé, surprise. Tu me suggères de déménager? Pense Y, a dit Étienne. Ce sera désagréable de retourner dans un appartement où Hélène et Tristan ont déjà commencé des rénovations. De plus, ils savent que c'est ton appartement. S'ils veulent te causer des ennuis,
Ils savent où te trouver. Mais vendre l'appartement où j'ai vécu pendant 30 ans, ai-je pensé. Il y a tellement de souvenirs. Tu peux emporter tes souvenirs avec toi, a dit doucement Étienne. Et la maison de Madame Petitjean est dans notre quartier, à côté du parc où tu aimes te promener. Et il n'y a pas d'escalier. Tout est de plein pied. C'est plus pratique à notre âge. À notre âge, ai-je noté pour moi-même. Pas à ton âge, mais à notre âge. Et une chose de plus, Étienne avait l'air un peu gêné. Ma maison est à 2 rues de la maison de Madame Petitjean. Nous serions voisins. Maintenant, tout prenait sens. Étienne voulait que je sois plus proche de lui. Et pour être honnête, l'idée me plaisait aussi. J'y réfléchirai, ai-je dit. Mais d'abord, nous devons nous occuper d'Hélène et Tristan. Ils ne savent pas que l'appartement a été vendu, n'est-ce pas? Pas encore, a répondu Étienne. Ils le sauront demain quand ils recevront l'avis de changement de propriétaire et la demande de quitter les lieux. Oh mon Dieu, ils vont être choqués, ai-je dit, en essayant d'imaginer leur réaction. Oui, a hoché la tête Étienne. Mais ils le méritent, Chloé. Ils ont essayé de te spolier de ta maison. Maintenant, qu'ils sentent ce que ça fait. Il y avait du vrai dans ses paroles, mais je ressentais quand même un pincement de regret. Après tout, Hélène était ma fille, ma seule fille. Notre relation était-elle vraiment ruinée pour toujours? Et si? Ai-je commencé? Mais Étienne m'a interrompu. Si tu penses leur offrir une aide financière, je ne te le conseillerais pas, du moins pas encore. Ils doivent réaliser la gravité de ce qu'ils ont fait. J'ai soupiré. Tu as raison. C'est juste difficile de tourner complètement le dos à son propre enfant, même si cet enfant a mal agi. Je comprends. Étienne m'a pris la main. Et personne ne parle d'une rupture complète. Ne te précipite simplement pas pour les aider financièrement. Laisse-les s'excuser d'abord. Réaliser leur culpabilité. Ensuite, on pourra penser à la réconciliation. Nous avons parlé pendant plusieurs heures encore, discutant des détails. Étienne a dit qu'il avait déjà organisé une visite de la maison de Madame Petitjean pour le lendemain. Si elle me plaisait, nous pourrions commencer les démarches tout de suite. Et l'automne doré, me suis-je souvenu. Hélène et Tristan ont payé 3 mois d'avance. Laurent pense que nous pouvons récupérer cet argent par voie de justice, a répondu Étienne. Mais c'est un long processus. Il est plus simple de considérer cet argent comme perdu. Tu sais, ai-je dit, laissons cet argent ici. J'ai rencontré quelques personnes ici qui ont vraiment besoin d'aide. Robert avec son fauteuil roulant. Marcel avec sa hanche cassée. Peut-être que cet argent aidera l'un d'eux. Étienne a souri. Tu penses toujours aux autres, Chloé. Même quand les choses sont difficiles pour toi. Pas toujours, j'ai secoué la tête. Sinon, je serais en train de penser à comment aider Hélène et Tristan en ce moment au lieu de comment acheter une nouvelle maison avec l'argent de la vente de l'appartement. Tu as le droit de penser à toi, a dit sérieusement Étienne. Surtout maintenant. Le lendemain matin, je me suis réveillée au son du téléphone. C'était Hélène, et elle était hystérique. Maman, qu'est-ce qui se passe? A-t-elle crié. Un homme est venu à notre appartement avec des papiers disant que notre appartement a été vendu. Ce n'est pas votre appartement, Hélène, ai-je répondu calmement. C'est mon appartement. Eh oui, je l'ai vendu. Mais comment? Quand? Sa voix semblait sincèrement choquée. Tu es dans une maison de retraite. Je l'ai vendu avant de déménager, ai-je dit. À la même société dont le représentant est chez vous en ce moment. Mais on a fait des rénovations. Sa voix semblait maintenant blessée. On a dépensé de l'argent. Je ne vous ai pas demandé de le rénover, ai-je répondu. Vous l'avez fait pour vous, en préparant l'appartement à la vente dans mon dos. Maman, ce n'est pas vrai, a protesté Hélène. On voulait rendre ton appartement meilleur, plus moderne. Hélène, ai-je soupiré. J'ai entendu votre conversation avec Tristan dans les escaliers ce soir-là, où vous êtes venu me parler de la maison de retraite. Je sais que vous prévoyez de vendre mon appartement pour payer les dettes de Tristan. Il y a eu une pause. Puis Hélène a dit doucement, « Tu as tout entendu, et tu as fait semblant de ne rien savoir pendant tout ce temps. » Oui, ai-je répondu. Et pendant que vous planifiez comment disposer de mes biens, je prenais des mesures pour les protéger. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Sa voix semblait désespérée. On nous a donné 24 heures pour déménager. Où allons-nous aller? On n'a pas assez d'argent pour louer un logement.
Et votre maison? Ai-je demandé. Celle où vous vivez. La banque est sur le point de la saisir, a admis Hélène. On a d'énormes dettes, maman. On espérait les rembourser avec l'argent de la vente de ton appartement. J'ai ressenti un pincement de pitié, mais je me suis souvenu des paroles d'Étienne. Ils devaient réaliser la gravité de leurs actes. Je suis désolée, Hélène, ai-je dit. Mais je ne peux pas vous aider avec de l'argent. Vous avez essayé de me tromper. Vous avez utilisé la procuration que j'ai signée quand j'étais malade. C'est une trahison, et je ne peux pas simplement l'oublier. Mais nous sommes ta famille. Sa voix était remplie d'indignation. Tu ne peux pas nous laisser à la rue. Vous vouliez me laisser à la rue, lui ai-je rappelé. Vous m'avez envoyé dans une maison de retraite et avez pris les clés de mon appartement. Comment penses-tu que je me suis sentie? Hélène était silencieuse. Je pouvais l'entendre pleurer doucement à l'autre bout du fil. Maman, on ne pensait pas que ça tournerait comme ça, a-t-elle finalement dit. Tristan nous a assuré que c'était une solution temporaire, que les dettes pourraient être remboursées rapidement et que tout s'arrangerait. Hélène, ai-je dit, ma voix s'adoucissant. Je ne peux pas vous donner d'argent pour le moment. Mais si vous êtes vraiment désolé, si vous réalisez que vous avez mal agi, peut-être pourrons-nous reconstruire notre relation avec le temps. Pour l'instant, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Et vous aussi. Que doit-on faire, maman? A-t-elle demandé. Et à ce moment-là, elle ressemblait de nouveau à une petite fille, venant me demander conseil. Trouver un logement temporaire, ai-je dit. Parler à la banque de la restructuration de la dette. Trouver un travail supplémentaire. Faites ce que font tous les gens qui se retrouvent dans une situation difficile. Résolvez vos problèmes. Ne les faites pas porter aux autres. Après avoir parlé à Hélène, je me sentais vidée. Une partie de moi voulait les aider, mais une autre partie comprenait qu'Étienne avait raison. Ils devaient faire face aux conséquences de leurs actes, et peut-être que cette épreuve les rendrait meilleurs. Étienne est arrivé dans l'après-midi, et nous sommes allés voir la maison de Madame Petitjean. Elle était exactement comme dans mes souvenirs, petite et confortable, avec une véranda spacieuse et un jardin de roses. À l'intérieur, il y avait 3 pièces, une cuisine et une salle de bain, le tout de plein pied, sans escalier ni seuil. C'était l'endroit parfait pour une personne âgée. « Elle te plaît ?» a demandé Étienne quand l'agent immobilier nous a laissés seuls pour regarder. « Énormément », ai-je répondu sincèrement. « C'est si paisible. » « Et c'est près du parc et des commerces, » a ajouté Étienne. « Et c'est à 10 minutes à pied de ma maison. » Je l'ai regardé avec un sourire. « Tu veux vraiment que j'achète cette maison, n'est-ce pas ?» Étienne a rougi. « Je pense juste que tu serais heureuse ici. Ou peut-être que tu veux juste que je sois plus près de toi. » Ai-je décidé d'être direct. Étienne m'a regardé dans les yeux. « Oui, Chloé. Je veux que tu sois plus près de moi. Ces jours où je te rendais visite à l'automne doré, où nous nous sommes battus ensemble contre l'injustice, j'ai réalisé que je ne voulais pas perdre un jour de plus. La vie est trop courte, surtout à notre âge. » Étienne, j'ai été touchée par sa franchise. Tu comptes beaucoup pour moi, mais je ne suis pas sûre d'être prête pour. Je ne te demande pas de m'épouser tout de suite, a-t-il interrompu avec un sourire. Bien que j'admette que l'idée m'a traversé l'esprit. Je veux juste que nous puissions nous voir plus souvent, passer du temps ensemble, nous soutenir mutuellement, être plus que de simples amis. J'ai senti mon cœur battre plus vite. À 78 ans, j'étais aussi excitée qu'une petite fille. Commençons par acheter une maison, ai-je dit en prenant sa main. Ensuite, on verra. Étienne rayonnait. Ça veut dire oui. Ça veut dire essayons, ai-je souri. Nous sommes retournés voir l'agent immobilier et lui avons dit que j'étais intéressée par l'achat. Grâce à l'aide d'Étienne et de Laurent, toutes les formalités ont été réglées en un temps record. Une semaine plus tard, j'étais propriétaire d'une nouvelle maison. Pendant ce temps, Hélène et Tristan ont déménagé de mon ancien appartement, n'emportant que leurs effets personnels. Ils ont tout laissé derrière eux, meubles, appareils électroménagers, livres. Capvie Investissement, c'est-à-dire moi, en est devenu l'unique propriétaire. « Que comptes-tu faire de l'appartement ?» a demandé Étienne alors que nous discutions de mon départ de l'automne doré. « Je ne sais pas encore, ai-je répondu. Peut-être que je le louerai. Ce serait un revenu supplémentaire. » Bonne idée, a approuvé Étienne. Maintenant, pensons à ta nouvelle maison. Que veux-tu y déménager depuis ton appartement? Nous avons fait une liste des choses que je voulais emporter avec moi.
mon fauteuil préféré, mes bibliothèques, mes photographies, la collection de disques d'Henri, que, heureusement, Hélène et Tristan n'avaient pas jeté. Tout le reste pouvait être remplacé ou laissé dans l'appartement pour les locataires. Le jour de ma sortie de l'Automne doré a été une véritable fête. Denise, Marcel, Amandine, Jocelyne, Robert, tous mes nouveaux amis se sont réunis pour me dire au revoir. Ne nous oublie pas, a dit Denise en me serrant dans ses bras. Tu nous as donné l'espoir que la justice existe. Je vous rendrai visite, ai-je promis. Et peut-être pourrons-nous organiser des événements ensemble. J'aurai ma propre maison maintenant où je pourrai inviter des gens. Et espérons-le, pas seulement des invités, a cligné de l'œil Denise en regardant Étienne, qui m'attendait à la sortie. J'ai ri. Qui sait, Denise? La vie est pleine de surprises. Ce jour-là, en quittant l'Automne doré et en montant dans la voiture d'Étienne, j'ai eu l'impression de commencer un nouveau chapitre de ma vie. Un chapitre dans lequel je prendrais mes propres décisions et vivrais comme je le voulais, pas comme c'était pratique pour mes enfants. Étienne m'a aidé pour le déménagement. Il a fallu 2 jours pour transporter mes affaires de l'appartement à la nouvelle maison. Nous avons engagé une entreprise spécialisée pour ne pas avoir à nous fatiguer, mais je voulais quand même superviser personnellement ce qui était déplacé et comment. Quand je suis entrée dans mon ancien appartement pour la première fois après tout ce qui s'était passé, j'ai été envahie par des sentiments mitigés. D'un côté, c'était un espace familier où j'avais passé une partie importante de ma vie. De l'autre, les traces des rénovations commanditées par Hélène et Tristan me rappelaient leur trahison. Le papier peint beige au lieu de mon bleu préféré, le nouveau carrelage dans la cuisine, la cabine de douche au lieu de la baignoire. Ils avaient vraiment essayé d'effacer toute trace de ma présence. Ne sois pas contrarié, a dit Étienne en remarquant l'expression de mon visage. Ce n'est plus ta maison. Ta maison, c'est celle où nous déménageons maintenant. Il avait raison. Il était temps de laisser le passé derrière moi et d'aller de l'avant. Quand toutes les affaires ont été déplacées et déballées, quand la nouvelle maison a commencé à prendre les caractéristiques d'un espace habité, j'ai ressenti un incroyable sentiment de soulagement. Il n'y avait pas de fantôme du passé, pas de souvenir de trahison, juste une page blanche et la possibilité de recommencer. Étienne venait me voir tous les jours, m'aidait à m'installer, et ensemble nous avons choisi de nouveaux meubles, de la vaisselle, des rideaux. Progressivement, notre relation est devenue plus proche. Nous parlions beaucoup de la vie, du passé, de l'avenir. Il me parlait de son travail à la banque, de ses voyages avec sa défunte femme, de ses passe-temps. Je partageais des souvenirs de mes années d'enseignement, des enfants que j'avais eus, des rêves que je n'avais jamais eu le temps de réaliser. Tu sais, j'ai toujours voulu ouvrir une petite bibliothèque pour enfants, ai-je avoué un soir alors que nous étions assis sur la véranda, profitant de la douce soirée. Pas seulement un endroit pour emprunter des livres, mais un véritable club de lecture où les enfants pourraient se réunir, discuter de ce qu'ils ont lu et se faire lire des histoires. Pourquoi ne le fais-tu pas maintenant? A demandé Étienne. Tu as une maison avec un salon spacieux. Tu as de l'expérience avec les enfants. Tu as de l'argent grâce à la location de ton appartement. Qu'est-ce qui t'en empêche? J'y ai réfléchi. Qu'est-ce qui m'en empêchait? Mon âge. Mais Jocelyne, de l'Automne doré, avait appris à jouer du ukulélé à 82 ans et parcourait le monde. Le manque d'espace? Mais le salon de ma nouvelle maison serait parfait pour un petit groupe d'enfants. L'argent? Mais grâce à Étienne et à son sens des finances, j'avais maintenant un revenu stable grâce à la location de mon appartement. Tu sais, tu as raison, ai-je finalement dit. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours reporté ce rêve. C'est peut-être parce que j'ai toujours fait passer les besoins des autres avant les miens. Il est temps de changer ça, a dit doucement Étienne en me prenant la main. Il est temps de commencer à vivre pour toi. Ces mots m'ont profondément touchée. Toute ma vie, j'avais vécu pour les autres, mon mari, mes enfants, mes élèves. Il était peut-être temps de vivre pour moi, et peut-être pour l'homme qui était devenu si inopinément une partie importante de ma vie. Étienne, me suis-je finalement décidé? J'apprécie vraiment ton amitié et ton soutien, mais je pense que nous voulons tous les deux plus que de l'amitié. Ai-je raison? Il m'a regardé avec une telle tendresse que j'en ai eu le souffle coupé. Tu as raison, Chloé. Je suis amoureux de toi depuis de nombreuses années, depuis le jour où nous nous sommes rencontrés à la piscine. Mais au début, je n'étais pas prêt après la mort de Marguerite, et puis je ne voulais pas gâcher notre amitié. Maintenant, je réalise que nous avons reporté trop longtemps ce qui pourrait nous rendre heureux. J'ai aussi des sentiments pour toi, ai-je avoué. Mais je pensais qu'il était trop tard pour commencer une relation amoureuse à notre âge.
Étienne a souri. Il n'est jamais trop tard pour être heureux, Chloé. Il n'est jamais trop tard pour aimer et être aimé. Ce soir-là, il m'a embrassée pour la première fois, et je me suis sentie jeune et pleine de vie, malgré mes 78 ans. Notre relation s'est développée lentement et naturellement. Étienne restait souvent pour le dîner. Nous regardions de vieux films ensemble, nous promenions dans le parc et discutions de livres. Progressivement, ses affaires ont commencé à apparaître dans ma maison. D'abord, une brosse à dents dans la salle de bain, puis des vêtements de rechange dans l'armoire, puis son fauteuil préféré de sa maison. En même temps, j'ai commencé à réaliser mon rêve de longue date. Avec l'aide d'Étienne, j'ai contacté une école primaire locale et j'ai proposé d'organiser un club de lecture pour les enfants de familles défavorisées. Le directeur de l'école, apprenant mon expérience d'enseignante, a soutenu avec enthousiasme l'idée. Étienne et moi avons transformé le salon en une bibliothèque confortable. Nous avons installé des étagères, acheté plusieurs petites tables et chaises, des coussins moelleux pour s'asseoir par terre et des jeux de société. J'ai sélectionné des livres pour enfants de ma collection et j'en ai aussi acheté de nouveaux, des éditions colorées d'auteurs contemporains. La première réunion de notre club de lecture a eu lieu exactement un mois après mon emménagement dans ma nouvelle maison. 5 enfants de 7 à 10 ans sont arrivés, accompagnés d'un psychologue scolaire. Ils étaient méfiants, un peu effrayés, mais curieux. J'ai commencé par quelque chose de simple. Je leur ai lu un conte de fées à haute voix, puis nous en avons discuté, dessiné des illustrations et joué des scènes. À la fin de la séance de 2 heures, les enfants s'étaient détendus, relaxés et ne voulaient même plus partir. « Vous reviendrez ?» a demandé le plus jeune, Tim, un garçon aux yeux sérieux et une cicatrice sur le menton. « Bien sûr, ai-je souri. Nous nous réunirons 2 fois par semaine maintenant, et vous pourrez emporter des livres à la maison pour les lire vous-même. »« Est-ce que monsieur Étienne sera là aussi ?» a demandé une fille nommée Lisa, qui avait tourné autour d'Étienne toute la soirée, nous aidant pour les questions d'organisation. « Certainement, » lui a fait un clin d'œil Étienne. « Quelqu'un doit préparer les biscuits pour nos réunions. » Les enfants sont partis, heureux, avec leurs livres et leurs biscuits, et Étienne et moi sommes restés pour ranger le salon, tous deux fatigués, mais heureux. « Merci, » ai-je dit quand nous nous sommes enfin assis pour nous reposer. « Rien de tout cela ne serait arrivé sans toi. Sans moi, tu aurais simplement trouvé un autre moyen, » a souri Étienne. « Tu es une femme forte, Chloé. Tu t'en serais sortie de toute façon. »« Peut-être, ai-je concédé. Mais c'est tellement mieux avec toi. » Il m'a serré dans ses bras, et j'ai senti que j'avais enfin trouvé ma place. Dans la vie, un endroit où je pouvais être moi-même, où j'étais appréciée et aimée pour ce que j'étais. 2 mois ont passé. Notre club de lecture était florissant. Le nombre d'enfants était passé à 15. Nous tenions des cours 3 fois par semaine, et le journal local a même écrit un court article sur nous. Étienne avait pratiquement emménagé chez moi, bien que nous n'en ayons pas officiellement discuté. C'est juste qu'un jour, j'ai réalisé qu'il n'avait pas dormi chez lui depuis des semaines. Puis un soir, alors que nous étions assis sur la véranda à regarder les étoiles, Étienne s'est soudainement agenouillé et a sorti une petite boîte en velours de sa poche. « Chloé Lambert », a-t-il dit solennellement, mais avec un léger sourire. « Je sais que nous avons tous les deux déjà été mariés, que nous ne sommes pas jeunes, et que cela peut sembler un peu étrange à notre âge, mais je t'aime, et je veux passer chaque jour qu'il nous reste ensemble. Veux-tu m'épouser ?» Je l'ai regardé, cet homme bon, intelligent, fiable, qui était entré dans ma vie si inopinément et était devenu si important. Et la réponse était évidente. « Oui, Étienne, » ai-je dit, sentant des larmes de bonheur monter à mes yeux. Avec la plus grande joie. Il a glissé une bague à mon doigt, simple, élégante, avec un petit saphir, exactement le genre que j'aurais choisi moi-même. Puis il s'est levé et m'a embrassé. Et à ce moment-là, j'ai su qu'il n'était jamais trop tard pour trouver l'amour, jamais trop tard pour commencer une nouvelle vie et que les rebondissements les plus inattendus du destin mènent parfois au plus grand bonheur. Nous avons décidé de ne pas faire un mariage somptueux, mais de nous marier simplement en présence de quelques amis proches. J'ai appelé Hélène pour lui annoncer la nouvelle. Notre relation était encore tendue, mais elle s'améliorait progressivement. Elle a admis qu'elle et Tristan traversaient une période difficile. Ils avaient dû déménager dans un petit appartement. Tristan avait pris un 2e emploi pour rembourser les dettes, et les enfants avaient du mal à s'adapter au changement. Mais en même temps, l'épreuve semblait les avoir rendus plus forts en tant que famille. « Je suis heureuse pour toi, maman », a dit Hélène quand je lui ai parlé du mariage à venir. « Étienne est un homme bon. J'espère qu'un jour tu pourras nous pardonner,
à Tristan et à moi, ce que nous avons essayé de faire. Je vous ai déjà pardonné, ai-je répondu. Mais je ne peux pas oublier. Donne-nous du temps, Hélène. Peut-être qu'un jour, nous serons à nouveau une vraie famille. Après le mariage, Étienne a officiellement emménagé chez moi et a décidé de louer sa maison, tout comme je l'avais fait avec mon ancien appartement. Nous avons mis nos finances en commun et avons découvert qu'ensemble, nous étions un couple assez aisé qui pouvait non seulement subvenir à ses besoins, mais aussi aider les autres. Notre club de lecture s'est transformé en une véritable bibliothèque pour enfants avec des événements réguliers, des lectures, des discussions de livres, des ateliers créatifs et même de petites pièces de théâtre basées sur des œuvres préférées. Nous nous sommes concentrés sur le travail avec les enfants de familles défavorisées, ceux qui ne pouvaient pas se permettre des cours supplémentaires ou dont les parents ne prêtaient pas assez d'attention à leur éducation. Beaucoup de ces enfants n'avaient jamais tenu un livre neuf entre leurs mains auparavant, n'avaient jamais eu un adulte qui répondrait patiemment à leurs questions sans fin, ne s'étaient jamais sentis importants ou valorisés. Les voir s'ouvrir, commencer à faire confiance et tomber amoureux de la lecture était la plus grande récompense pour moi. Étienne a également trouvé sa place dans notre petit projet. Il s'est chargé de tous les aspects administratifs et financiers, a créé le site web de la bibliothèque, a négocié des subventions avec des fondations locales et a établi des partenariats avec des éditeurs qui ont commencé à nous envoyer de nouveaux livres. Ensemble, nous avons créé ce dont j'avais rêvé toute ma vie. Un endroit où les enfants pourraient se sentir en sécurité, où ils seraient valorisés, où ils pourraient grandir et se développer. Et dans ce processus, j'ai trouvé ma nouvelle famille. Pas seulement Étienne, qui est devenu mon mari et mon partenaire, mais aussi tous ces enfants qui venaient chez nous pour des livres et recevaient tellement plus, de l'attention, des soins, de l'amour. Parfois, je pense à quel point la vie est étrange. Si Hélène et Tristan n'avaient pas essayé de m'envoyer dans une maison de retraite et de vendre mon appartement, si je ne m'étais pas tournée vers Étienne pour de l'aide, si je n'avais pas traversé cette trahison et la lutte qui a suivi, je n'aurais jamais trouvé ma véritable vocation et mon véritable amour à un âge aussi respectable. Eh bien, comme on dit, à quelque chose malheur est bon. Parfois, les épreuves les plus difficiles mènent aux découvertes les plus étonnantes, et mon histoire en est la meilleure preuve.